Dans le Daghestan, il y a des villages abandonnés à cause d'une étrange maladie, laissant tout derrière eux. Il y a une dune de sable colossale, de la taille d'une petite ville, sans explication logique à son existence. Et il y a un monstre marin de 900 000 livres construit pour l'Apocalypse qui rouille simplement sur une plage. Ce n'est pas un film, c'est un lieu réel, une république dans les montagnes du Caucase cachant plus de secrets que n'importe où ailleurs en Europe. Nous faisons le compte à rebours des 30 lieux les plus populaires et les plus choquants que vous pouvez visiter. Et les histoires derrière eux sont incroyables. Notre voyage commence par une véritable force de la nature. Un endroit qui, pour le dire simplement, redéfinit l'échelle. C'est le canyon de Soulac. Oubliez ce que vous avez entendu sur les autres canyons. Celui-ci est un véritable monstre, et c'est l'un des plus profonds du monde. Vous voyez, beaucoup de gens sont fous du Grand Canyon en Arizona. Il est profond, sans aucun doute. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que le canyon de Soulac est encore plus profond. Nous parlons d'une profondeur stupéfiante de plus de 6300 pieds. Pour mettre cela en perspective, la partie la plus profonde du Grand Canyon est d'environ 6000 pieds. Ce géant européen, sculpté par les eaux turquoises de la rivière Soulac, est dans une catégorie à part. La couleur de l'eau est autre chose. C'est un turquoise presque surnaturel et lumineux. Le résultat du calcaire à travers lequel elle s'écoule. Ce ruban bleu-vert éclatant serpente à travers les falaises sombres et dramatiques. La meilleure façon d'en faire l'expérience, un bateau à réaction à grande vitesse. Ces bateaux font la course dans les parties les plus étroites du canyon, avec des murs imposants de chaque côté, vous faisant sentir incroyablement petit. Pour une vue différente, les voyageurs se dirigent vers des plateformes d'observation près du village de Dubki. La ville elle-même a été construite pour loger les ingénieurs du barrage de Tchirkaï, qui est un autre acteur sensationnel. Le barrage de Tchirkaï est le plus haut barrage-voûte de toute la Russie, s'élevant à 755 pieds. C'est ce barrage qui contrôle la puissance sauvage de la rivière Soulac. Mais le canyon recèle plus que de l'eau et de la roche. Les légendes locales parlent de grottes cachées dans les parois du canyon. Certaines si éloignées qu'elles n'ont pas été entièrement explorées. Il y a des murmures de pétroglyphes préhistoriques, d'anciens dessins laissés par les premières personnes qui ont contemplé ce gouffre massif il y a des milliers d'années. C'est un endroit qui mélange la puissance naturelle brute avec l'histoire humaine la plus profonde et la plus ancienne. Mais aussi profond que soit ce canyon, les secrets les plus anciens sont enfermés dans la pierre. De la partie la plus profonde du Daghestan, nous voyageons maintenant vers sa plus ancienne, c'est Derbent. Et c'est littéralement la plus ancienne ville de toute la Russie. Son cœur est la forteresse de Narinkala. Ce n'est pas juste un vieux château, c'est une citadelle vieille de 5000 ans, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui a vu des empires s'élever et tomber. Vous voyez, Derbent se trouve sur une étroite bande de terre de moins de 2 miles, entre les montagnes du Caucase et la mer Caspienne. Pendant des millénaires, c'était la seule façon de voyager entre l'Europe et le Moyen-Orient. C'était la porte sur la grande route de la soie. La forteresse de Narinkala a été construite pour être le verrou de cette... Le nom lui-même signifie forteresse ensoleillée. Ces murs massifs, par endroits de plus de 60 pieds de haut et de 10 pieds d'épaisseur, ont été conçus pour arrêter des armées entières. Et ils l'ont fait. Perses, Arabes, Mongols et Turcs ont tous tenté de conquérir cet endroit. Mais voici le clou. La forteresse n'est que le début. 2 murs de pierre massifs
connu sous le nom de mur de Derbent, courait autrefois de la forteresse jusqu'à la mer Caspienne, créant un corridor protégé et scellé. La légende locale relie même ces murs à Alexandre le Grand, qui les aurait construits pour tenir à distance les barbares sauvages du nord à distant. Ce que beaucoup négligent, cependant, c'est ce qui se trouve sous la forteresse. La Narinkala détient l'un des systèmes d'eau antiques les plus incroyables jamais construits. De gigantesques citernes souterraines voûtées stockaient de l'eau de sources fraîches. Ce que personne ne vous dit, c'est que ces citernes étaient si bien conçues qu'elles pouvaient fournir de l'eau à toute la ville lors d'un siège qui durait des mois, voire des années. Explorer ces chambres sombres et réverbérantes donne l'impression d'entrer dans un monde oublié. Cette forteresse n'a pas seulement été construite sur la pierre, elle a été construite sur une promesse de survie. Cette forteresse a abrité la vie, mais notre prochain arrêt est un endroit qui l'a tout perdu. Haut dans les montagnes, à une altitude d'environ 4600 pieds, se trouve un lieu d'une beauté profonde et envoûtante. C'est le village fantôme de Gamsutl. Il est connu sous le nom de Machu Picchu du Daghestan. Et il est facile de comprendre pourquoi. Le village est construit directement sur le flanc d'une montagne escarpée, avec ses maisons en pierre et ses sentiers sinueux qui semblent avoir poussé directement hors de la roche. Les vues sont à couper le souffle, s'étendant sur des vallées et des sommets sans fin. Mais la chose qui vous captive vraiment, c'est le silence. Gamsutl est complètement vide. Maintenant, beaucoup de gens sont fous des histoires de fantômes. Et vous avez peut-être entendu des contes d'une maladie dévastatrice, d'une peste qui a anéanti la population. Mais la vraie histoire, celle que les habitants racontent, est à la fois plus simple et d'une certaine manière plus triste. Ce n'était pas un événement unique, ce fut un lent déclin. Vous voyez, dans les années 1970 et 1980, la vie dans ce village isolé est devenue trop difficile. Le monde moderne appelait. Les gens sont partis pour des emplois dans les villes, pour les écoles, pour l'électricité et pour l'eau courante. Le village s'est lentement vidé, maison par maison. Voici la partie qui vous touche vraiment. Il n'est pas resté vide longtemps. Un homme, un natif du village nommé Abdul Zalil, a décidé de revenir. Il est revenu à la maison de ses ancêtres et y a vécu tout seul. Il est devenu le maire d'une ville avec une population d'un seul habitant. Il s'occupait de ses abeilles, accueillait les quelques randonneurs qui faisaient la montée raide et est devenu une légende locale. Abdul Zalil est décédé en 2015. Quand il l'a fait, le village de Gamsutl est devenu une véritable ville fantôme. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans sa maison, où ses affaires se sont laissées telles qu'elles étaient, une minuscule capsule temporelle personnelle dans une ville de pierre. Gamsutl est un fantôme d'abandon. Mais d'autres villages ont été construits pour se battre. Ensuite, nous trouvons l'une des merveilles naturelles les plus bizarres et inexpliquées du Daghestan. C'est la dune de Sarikoun. Imaginez ceci. Vous conduisez à travers les contreforts verts et rocheux des montagnes du Caucase. Et puis soudain, un désert massif apparaît. Pour le dire simplement, c'est un choc. La dune de Sarikoun, ou sable jaune, est la plus grande dune de sable isolée de toute l'Eurasie. Elle s'élève à une hauteur massive de 860 pieds. C'est plus haut que de nombreux gratte-ciel. Ce que personne ne vous dit, c'est que
personne n'est 100% sûr de la façon dont elle est arrivée ici. C'est un véritable mystère scientifique. Ce n'est pas une région désertique. Elle est entourée de rivières et de collines verdoyantes. Alors, d'où viennent 5000 ans de sable? Il y a deux théories principales. L'une est que pendant des milliers d'années, des vents forts ont érodé les montagnes de grès voisines, transportant les particules de sable et les déposant dans cet endroit précis. L'autre théorie est qu'il s'agit du vestige d'un ancien delta de rivière qui s'est asséché il y a des millénaires. Ce que beaucoup négligent, c'est que cette dune est son propre petit écosystème isolé. Parce que c'est un désert chaud et sec, elle a son propre climat unique. Le sable peut atteindre des températures de plus de 140 degrés Fahrenheit en été. Et ce minuscule désert abrite des espèces que l'on ne s'attendrait jamais à trouver dans le Caucase, y compris des serpents rares, des lézards et même des scorpions. C'est un petit morceau du Sahara déposé au milieu de la Russie. Grimper au sommet vous donne l'une des vues les plus surréalistes du monde. Un désert doré et balayé par les vents d'un côté et les vastes montagnes verdoyantes du Daghestan de l'autre. Cette dune est un mystère de la nature, mais le prochain arrêt est un monument à un homme. Nous voyageons maintenant vers un endroit qui est gravé dans la mémoire du Daghestan. C'est le village de Gounib. Une forteresse naturelle qui est devenue le dernier bastion de l'un des guerriers les plus célèbres de l'histoire. C'est là que la guerre du Caucase, épique et longue de décennies, a connu sa fin dramatique au XIXe siècle. La guerre a été menée entre l'Empire russe et les peuples montagnards du Caucase, qui étaient dirigés par le légendaire Imam Shamil. Shamil était un chef militaire et spirituel brillant, et pendant plus de 25 ans, lui et ses combattants, connus sous le nom de Mourides, ont résisté à toute la puissance de l'armée russe. Il a été repoussé de village en village, de forteresse en forteresse, jusqu'à ce qu'il n'ait plus nulle part où courir, sauf en hauteur. Il a fait son dernier combat ici, dans le village de Gounib, qui se trouve sur un plateau massif de haute altitude avec des falaises abruptes de tous les côtés. C'était une forteresse naturelle, apparemment impossible à attaquer. En août 1859, la bataille finale a eu lieu. Shamil, avec seulement quelques centaines de combattants restants, était encerclé par des dizaines de milliers de soldats russes. Ce que personne ne vous dit, c'est que les Russes n'ont pas seulement escaladé les falaises, ils ont trouvé un chemin secret et perfide, et une bataille finale et désespérée a commencé. Le site est maintenant un lieu de pèlerinage et d'histoire. Vous pouvez visiter les ruines de la forteresse et voir l'endroit même marqué par une pierre, où l'imam Shamil s'est finalement rendu au commandant russe, le prince Baryatinsky, mettant fin à la longue et sanglante guerre. Il y a un belvédère là-bas, un belvédère du tsar, construit plus tard lorsque le tsar Alexandre II est venu, en hommage à l'événement qui a finalement placé le Daghestan sous contrôle russe. Gounib fut la fin d'une guerre. Mais notre prochain arrêt est un lieu de pure magie. Préparez-vous à aller sous terre, car notre prochaine destination est l'un des endroits les plus uniques et magiques de tout le Daghestan. C'est la cascade souterraine de Saltinsky. Vous voyez, de l'extérieur, elle n'a pas l'air de grand-chose. Vous commencez dans le petit village de Salta et suivez une gorge étroite et rocheuse. Le chemin lui-même est une aventure, car vous devez sauter par-dessus des rochers et suivre le chemin d'une petite rivière, la Saltinka, alors qu'elle s'écoule dans une fissure dans les montagnes. Et puis, vous entrez dans la grotte. Pour le dire simplement, c'est comme entrer dans une autre dimension. La gorge s'ouvre sur une large grotte caverneuse. Et d'un grand trou parfaitement rond dans le plafond, à environ 65 pieds au-dessus de votre tête, une puissante cascade s'écrase.
Le facteur sensationnel, ici, est la lumière. Lorsque le soleil est dans la bonne position, un seul faisceau de lumière puissant brille à travers le trou, illuminant l'eau en cascade. L'eau frappe le faisceau et explose en une pulvérisation scintillante, remplissant toute la grotte d'une lueur magique et brumeuse. L'eau, reflétant la lumière et la mousse sur les murs, peut briller dans toutes sortes de tons magiques. En été, c'est un endroit populaire pour les habitants et les voyageurs qui viennent se tenir sous la pulvérisation froide et rafraîchissante. En hiver, la cascade gèle parfois, créant une stalactite massive et spectaculaire qui pend du plafond comme un lustre géant. C'est un parfait exemple des surprises que le Daghestan a cachées, attendant juste ceux qui sont prêts à explorer un peu plus profondément, à suivre la rivière dans l'obscurité. Cette cascade est cachée, mais les tours du prochain village ont été construites pour être vues. Nous grimpons maintenant haut dans les montagnes, vers un endroit où la ligne entre le ciel et la terre semble s'estomper. C'est le village abandonné de Gur. Situé à une altitude de plus de 5500 pieds, Gur est surtout célèbre pour ses incroyables tours de guet médiévales. Ces 3 tours de pierre, vieilles de centaines d'années, se dressent fièrement au bord même d'une falaise abrupte. Elles ressemblent à des gardiens silencieux, veillant sur la vaste vallée en contrebas, défiant la gravité elle-même. À leur époque, c'étaient des tours défensives. Vous voyez, la vie dans les montagnes du Caucase était historiquement très dangereuse. Des clans rivaux ou des envahisseurs extérieurs pouvaient apparaître à tout moment. Ces tours étaient le système d'alerte précoce. Un feu allumé sur une tour pouvait être vu par la suivante, envoyant un message à travers les montagnes en quelques minutes. Mais voici la chose, le village qu'elle protégeait autrefois est maintenant parti. Comme Gamsutl, le vieux village de Gur a été abandonné. Les résidents sont descendus de la montagne vers un nouveau village plus moderne, laissant les anciennes maisons en pierre et les puissantes tours au vent. Ce que beaucoup négligent, ce sont les légendes sombres. La tradition locale est remplie de contes macabres associés à ces falaises, parlant de rituels sombres et de sacrifices à l'époque pré-islamique. Ces histoires ajoutent à l'atmosphère intense et obsédante du lieu. Aujourd'hui, Gur est célèbre pour une autre raison, une formation rocheuse voisine connue sous le nom de langue du troll, que nous verrons bientôt. Mais les tours sont la véritable âme de Gur. Les tours de Gur sont silencieuses. Mais la prochaine cascade est tout sauf silencieuse. Nous nous dirigeons vers le plateau de Hunzak, une vaste plaine tabulaire en hauteur dans les montagnes. Et à son bord, une rivière fait quelque chose de spectaculaire. C'est la cascade de Tobot. Le Tobot est l'une des cascades les plus hautes et les plus puissantes de toute la Russie. Ici, la rivière coule calmement sur le vaste plateau, puis, sans avertissement, elle atteint le bord d'une falaise d'environ 230 pieds et simplement chute. La puissance brute et le bruit de l'eau s'écrasant dans le canyon en contrebas est incroyable. Un énorme nuage de brume s'élève du fond, créant des arcs-en-ciel constants sous le soleil. C'est une démonstration brute de la puissance de la nature. Mais voici le clou. La cascade de Tobot est une merveille différente en hiver. Lorsque les températures chutent, cette cascade tonitruante gèle solidement. Elle devient une gigantesque sculpture gelée, une stalactite massive enracinée à la falaise. Les grimpeurs sur glace locaux et les voyageurs courageux viennent voir cette version étrange et silencieuse de la cascade. Il y a aussi une rumeur fascinante. Le lac profond est caché à la base de la cascade et dit contenir des trésors avares. Les légendes disent que pendant les périodes d'invasion,
Les clans locaux jetaient leur or, leur argent et leurs artefacts anciens dans l'eau violente et agitée à la base de la cascade, les cachant dans un endroit qu'aucun ennemi ne pourrait jamais atteindre. Que ce soit vrai ou non, cela ajoute une couche de mystère à cet endroit déjà magnifique. Cette cascade tombe dans un canyon, mais notre prochain village est construit sur le temps lui-même. Nous voyageons maintenant vers l'une des plus anciennes colonies habitées en continu de toute l'Europe. C'est l'Aoul de Choc. Pour le dire simplement, cet endroit est ancien. Nous ne parlons pas de l'époque médiévale, nous ne parlons même pas des Romains. Les archéologues ont trouvé un site néolithique ici, une colonie de l'âge de pierre qui remonte à 10 000 ans. Des gens vivent à cet endroit même depuis la fin de la dernière ère glaciaire. Pourquoi ici? Vous voyez, Choc est construit dans un bol naturel à flanc de montagne, protégé du pire des vents et avec un accès à des terres fertiles et à l'eau. Pendant des milliers d'années, ce fut une étape clé sur la grande route de la soie. Un endroit où les commerçants de Perse, d'Arabie et de Chine se reposaient. Le village lui-même est un facteur sensationnel. Il est construit en terrasse sur le flanc de la montagne. L'architecture est ingénieuse et d'un style daguestanais classique. Le toit d'une maison est la cour avant ou le sol de la maison au-dessus. Cela crée une communauté verticale très unie, à la fois belle et incroyablement pratique. C'est le cœur de Choc, où des pétroglyphes sur les pierres antiques racontent des mythes oubliés. Les pierres des vieilles maisons, de l'ancienne mosquée, et des grottes environnantes sont remplies de symboles et de marques étranges. Ce sont les histoires d'un peuple qui a survécu pendant 100 siècles. Marcher dans les rues étroites, sinueuses et pavées de chocs, c'est comme marcher dans un musée vivant, où chaque pierre a une histoire à raconter. Choc est ancien, mais notre prochain arrêt est un mystère qui change avec la météo. Notre prochain arrêt nous emmène à la frontière du Daghestan et de son voisin, la Tchétchénie, pour voir un plan d'eau qui défie toute croyance. C'est le lac Kezenoï-Am. C'est le lac de montagne le plus grand et le plus profond de tout le Caucase du Nord. Il est situé à une altitude de plus de 6000 pieds, niché dans un cirque de montagne. Chadjid. La première chose qui vous frappe est la couleur, un turquoise éclatant et magnifique, si vif qu'il semble avoir été retouché numériquement. Mais voici la chose, le lac change de couleur. Selon le temps, l'heure de la journée et la saison, l'eau peut passer de ce turquoise clair à un bleu foncé et profond, ou même à un gris acier. C'est comme un immense anneau d'humeur pour les montagnes. Le lac est incroyablement profond, à plus de 240 pieds, et son eau est glaciale, même au milieu de l'été, atteignant rarement plus de 64 degrés Fahrenheit, ce qui est vraiment sauvage, c'est ce qui se passe en hiver. Le lac gèle si rapidement et si clairement qu'on dit qu'il peut piéger les poissons vivants dans la glace. Un phénomène de congélation éclair. Cette glace solide et transparente, parfois de plus de 30 pouces d'épaisseur, en fait un lieu populaire pour les festivals d'hiver et même les courses sur glace. Entouré de montagnes immaculées, sans grande ville en vue, le lac Kezenoï-Am ressemble à un paradis secret et intact, un œil bleu vif fixant les cieux. Ce lac est une merveille naturelle, mais il est proche d'un lieu de conflit créé par l'homme. Nous revenons maintenant à Gounib, le plateau montagneux que nous avons visité plus tôt. Bien que nous ayons parlé de la fin de la guerre, nous devons maintenant regarder la forteresse elle-même. La forteresse de Shamil à Gounib n'est pas seulement un bâtiment. Le village et le plateau entier étaient une zone fortifiée, mais la structure clé, celle qui raconte l'histoire, est le mur de la forteresse. Ce sont les ruines du dernier combat.
les murs même où les quelques combattants restants de l'imam Shamil ont combattu. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est ce qui s'est passé après la guerre. Une partie clé de l'histoire est une porte construite par le tsar Alexandre II. C'est une partie clé de l'histoire. Après la fin de la guerre et la capture de l'imam Shamil, le tsar russe a visité cet endroit. Il a été tellement impressionné par les défenses naturelles de Gounib et par la férocité pure de son ennemi vaincu qu'il a ordonné qu'un hommage soit construit. La porte de Shamil et la porte de Baryatinsky sont des monuments à la fin de la guerre. Ce sont des portes construites par les Russes, mais elles sont aussi un signe de respect pour la longue et dure campagne. Ceci nous amène à une légende locale persistante. Des chambres cachées avec des armes enterrées. L'histoire raconte que lors des derniers jours désespérés du siège, les combattants de Shamil, sachant qu'ils étaient sur le point d'être submergés, ont enterré leurs précieuses épées et poignards primés, et même des canons dans des chambres et des tunnels secrets sous la forteresse. Ils ont fait cela pour que les armes ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. À ce jour, les gens se demandent encore si un arsenal caché attend d'être découvert sous les pierres de Gounib. Ces murs cachèrent des secrets, mais notre prochain chemin mène dans une fissure claustrophobe. Ce prochain endroit n'est pas pour les claustrophobes. Nous nous dirigeons vers la gorge de Karadak, un endroit connu par les locaux comme la Porte des Merveilles, ou plus sinistrement, le Sac de Pierre. C'est un canyon à fente, une fissure étroite dans une montagne qui est, pour le dire simplement, incroyablement serrée. La gorge elle-même ne fait qu'environ 1300 pieds de long, mais c'est une marche intense. Les murs de chaque côté mesurent plus de 560 pieds de haut. Et ils ne sont espacés que de 6 à 13 pieds. En marchant, les parois rocheuses se rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une fente étroite où la lumière du soleil atteint à peine. Bien au-dessus, vous pouvez voir des rochers massifs qui sont tombés et se sont encastrés entre les murs, planant au-dessus de votre tête comme des décorations menaçantes. La chose que personne ne vous dit, c'est à quel point c'est bruyant. Le son du petit ruisseau au fond et vos propres pas résonnent sans fin sur les parois rocheuses lisses et polies. Les murs eux-mêmes sont un facteur sensationnel, polis par des millions d'années d'eau et de vent en des formes organiques, lisses et fluides, comme une sculpture. Mais il y a un danger sérieux, cependant. Cette gorge est sujette à des inondations soudaines. Ce n'est pas une blague. Quand il pleut dans les montagnes, cette gorge peut devenir un torrent déchaîné en quelques minutes. Ces crues éclairs sont ce qui a sculpté le canyon, et elles sont incroyablement dangereuses. Les guides locaux savent vérifier la météo. Ces inondations sont aussi ce qui, selon la légende, révèle des grottes cachées et submergées, qui ne sont visibles que lorsque l'eau est haute. Cette gorge est étroite, mais notre prochain endroit offre une vue terrifiante de large. Nous retournons dans la zone près du village abandonné de Gour, mais cette fois, nous ne regardons pas les tours. Nous regardons un rocher. Mais ce n'est pas n'importe quel rocher. C'est la Lengua del Troll, ou langue du troll, de Gour. C'est la propre version du Daghestan de la célèbre Trolltunga en Norvège. Et pour le dire simplement, c'est tout aussi terrifiant. C'est un rocher long, mince et à sommet plat qui s'avance horizontalement du flanc d'une falaise massive. À plus de 5500 pieds au-dessus du fond de la vallée. Il n'y a rien en dessous que de l'air. C'est devenu l'une des photos les plus populaires et indispensables pour tout voyageur au Daghestan. Les gens font une randonnée jusqu'à l'endroit et marchent courageusement jusqu'à l'extrémité du rocher, s'asseyant ou se tenant debout les bras tendus,
avec l'abîme vaste et vertigineux du canyon étalé sous eux. Le nom, comme vous pouvez le deviner, vient d'une légende locale. L'histoire est celle d'un géant qui vivait autrefois dans ces montagnes. Il était connu pour être grincheux et pour causer des problèmes. Un jour, il était tellement en colère contre les villageois locaux qu'il a tiré la langue pour se moquer d'eux. Et un sorcier local, fatigué de ses singeries, a transformé sa langue en pierre. Le rocher suspendu là est un rappel permanent de la mauvaise attitude du géant. Ce rocher s'avance dans les airs, mais notre prochain mystère est un monstre qui a volé sur la mer. C'est l'une des vues les plus « c'est quoi ce truc au monde ?» Sur une plage près de Derbent, assis sur les rives de la mer Caspienne, se trouve une machine qui ne devrait pas exister. C'est l'écranoplan de classe Loon. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ça ressemble à un avion. Il a une envergure de 148 pieds et des moteurs à réaction massifs sur son dos. Mais ce n'est pas un avion, ça ressemble à un bateau. Il mesure 240 pieds de long et pèse 900 000 livres. Mais ce n'est pas un bateau. Cette chose était un projet militaire soviétique top secret. C'est un véhicule à effet de sol. Il a été conçu pour voler à seulement 10 à 15 pieds au-dessus de l'eau, utilisant un coussin d'air pour voyager à des vitesses de plus de 300 miles par heure. Cela signifiait qu'il volait sous le radar ennemi, mais il était trop haut pour être détecté par sonar. C'était un monstre furtif et à grande vitesse. Et voici le clou. Il a été construit dans un seul but. Regardez le sommet. Ces 6 tubes, ils ont été conçus pour transporter et lancer des missiles massifs, guidés par sonar, assez puissants pour éliminer un porte-avions entier. C'était la plateforme pour des tests d'armes top secret. C'était une machine apocalyptique, un destructeur de porte-avions d'une guerre qui n'a jamais eu lieu. Après la chute de l'Union soviétique, le projet a été abandonné. Celui-ci, le seul de son genre jamais entièrement achevé, a été laissé à rouiller sur une base navale. En 2020, il a été remorqué jusqu'à cette plage, avec l'intention d'en faire la pièce maîtresse d'un musée militaire. Mais pour l'instant, il est juste assis là, un fantôme de la guerre froide de 900 000 livres, attendant que les touristes viennent s'émerveiller de son existence terrifiante, magnifique et bizarre. Cette machine est une ruine moderne, mais notre prochain arrêt est une ruine ancienne. Non loin des tours de Gour se trouve une autre colonie abandonnée, encore plus grande. C'est Vieux Caïbe. Si Gamsutl est le Machu Picchu du Daghestan, alors Caïbe est sa ville jumelle. C'est un autre exemple de village construit verticalement sur une pente rocheuse abrupte, avec les maisons empilées les unes sur les autres. Mais Caïbe se sent différent. Il se sent plus complexe. Le vieux village est un véritable labyrinthe de pierres, callejons ou ruelles sont incroyablement étroites, sinueuses et déroutantes. Elles ont été conçues de cette façon exprès. Vous voyez, c'était un village forteresse. Si des envahisseurs franchissaient les murs extérieurs, ils seraient canalisés dans ces minuscules zones de mise à mort, tordues, où les combattants pouvaient les attaquer depuis les toits au-dessus. Le village est couronné par d'anciennes tours de guet, similaires à celles de Gour, et les ruines remontent à des siècles, certaines parties datant même de l'âge du bronze. Mais le véritable facteur sensationnel de Caïbe est le mystère de ces symboles. En explorant les ruines, vous verrez d'étranges pétroglyphes et symboles gravés dans les pierres des maisons. Il y a des symboles solaires, des empreintes de mains et d'étranges motifs géométriques.
Personne ne sait avec certitude ce qu'ils signifient tous. Sont-ce des porte-bonheur, des prières anciennes, des avertissements ou juste les marques des familles qui y vivaient? C'est un mystère non résolu, gravé dans les os mêmes du village. Les secrets de Kahib sont gravés dans la pierre, mais les secrets du prochain village sont martelés dans l'argent. Nous voyageons maintenant vers le village de haute altitude de Kubachi, un endroit célèbre pour une chose, son incroyable tradition millénaire de travail du métal. Kubachi est connu comme le village des orfèvres, mais les appeler ainsi est, pour le dire simplement, un euphémisme. Ce ne sont pas seulement des artisans, ce sont des maîtres. Pendant des siècles, ce village a produit certains des bijoux, poignards et armures les plus fins et les plus recherchés au monde. Vous voyez, le nom Kubachi lui-même signifierait « fabricant de cottes de mailles ». La légende raconte que les guerriers de ce village étaient aussi habiles qu'ils fournissèrent des armures aux tsars, aux chats et aux sultans. Leur technique, formule secrète pour les alliages, gravures complexes et un style unique de niellage, une incrustation noire, étaient jalousement gardées et transmises uniquement de père en fils, de mère en fille. Ceci fait partie de la tradition locale, qui parle de minas encantadas, ou de mines enchantées. Les maîtres de Kubachi étaient si bons que les gens croyaient que leur talent ne pouvait pas être humain. Les légendes disaient qu'ils avaient été des mines secrètes et enchantées dans les montagnes qui leur avaient été données par des esprits et qui fournissaient un argent d'une pureté inégalée. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le village, qui est comme un musée vivant. Vous pouvez entrer dans des ateliers qui sont utilisés depuis des centaines d'années et regarder les maîtres à l'œuvre, martelant et gravant des motifs complexes qui n'ont pas changé depuis 1000 ans. Les maîtres de Kubachi gardent leurs secrets, mais notre prochain arrêt est une ruine qui a perdu ses habitants. Perchés sur un sommet de montagne isolé et presque inaccessible, nous trouvons les ruines d'un lieu qui fut autrefois le centre du pouvoir au Daghestan. C'est Kala Koreish. Ce n'est pas n'importe quelle ruine. Ce fut l'un des tout premiers bastions arabes dans le Caucase, fondé au 8e siècle. Le nom Koreish fait référence au Quraïch, la tribu du prophète Mahomet. La légende raconte que la ville a été fondée par ses parents, qui sont venus ici pour répandre l'islam. Pendant des siècles, Kala Koreish fut la capitale d'un État local puissant. C'était un centre de savoir, de religion et de commerce. Elle avait une grande mosquée, l'une des plus anciennes de la région, un mausolée et une citadelle fortement fortifiée. Le facteur sensationnel ici est son emplacement. C'est sur une péninsule de roches avec des canyons profonds sur 3 côtés. C'était presque impossible à attaquer. Voici un fait vraiment étonnant. Ces murs ont résisté à des tremblements de terre qui ont détruit des villes entières à proximité. Cet endroit a été construit pour durer, mais comme tant de villages de montagne, il a finalement été abandonné. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Vous pouvez vous promener dans les ruines de l'ancienne mosquée, voir les murs en ruine de la citadelle et visiter le mausolée qui est toujours un lieu de pèlerinage. Le vent siffle à travers les arcades vides et les vues sont absolument époustouflantes. C'est un rappel silencieux et puissant des empires qui ont traversé ces montagnes. Cette forteresse est silencieuse, mais notre prochain arrêt est un lieu de son incessant. Au fond d'une forêt vierge et immaculée, nous trouvons une cascade qui est connue pour sa beauté pure et ses légendes mystérieuses. C'est la cascade de Shidirnak. Ce n'est pas la plus grande cascade du Daghestan, mais c'est l'une des plus belles. C'est un seul pan d'eau puissant qui tombe de presque 300 pieds le long d'une falaise couverte de mousse dans un bassin caché. Ce qui la rend spéciale, c'est la brume. La cascade est si puissante qu'elle crée un nuage permanent de brume fine à sa base. Et parce qu'elle se trouve dans une zone largement ouverte,
Le soleil frappe cette brume et crée des arcs-en-ciel perpétuels. Par temps clair, ce n'est pas seulement un arc-en-ciel. Vous pouvez voir de multiples arcs de couleurs chatoyant dans l'air. Mais voici la chose. Pour le peuple avare local, ce n'est pas seulement un joli spectacle. C'est un lieu sacré. Cela mène à une croyance locale fascinante. L'eau de cette cascade est dite avoir des propriétés curatives. Pendant des siècles, les habitants sont venus ici pour boire l'eau ou pour se baigner dans ses éclaboussures, croyant qu'elle peut guérir les maladies et apporter une bonne santé, que ce soit la pureté de l'eau de montagne ou le pouvoir spirituel de l'endroit. C'est une croyance qui est profondément ancrée dans la culture locale. C'est un endroit où la beauté de la nature et la foi ancienne se rencontrent. Cette cascade est unique, mais notre prochain arrêt en compte 3. Notre prochaine cascade est un véritable facteur sensationnel. Car ce n'est pas seulement une seule cascade, mais 3. C'est la cascade de Barth. Dans une partie isolée et accidentée du Daghestan, une rivière puissante est forcée à travers un canal étroit et se divise, créant 3 cascades distinctes et puissantes qui grondent le long d'une falaise côte à côte. C'est un affichage étonnant de puissance et de symétrie. Ce qui rend cet endroit encore plus intrigant, ce sont les ruines qui l'entourent. Tout autour du sommet des chutes, vous pouvez voir des ruinas antigas. Les fondations en pierre en ruine d'une ancienne colonie oubliée depuis longtemps. Qui vivait ici et pourquoi ont-ils construit leur maison juste à côté de ce bruit de tonnerre? Le mystère s'épaissit avec les légendes locales sur l'eau elle-même. De plus, l'eau ici est dite chantée. C'est un phénomène étrange lié aux formations minérales uniques dans la roche. Lorsque l'eau se précipite sur ces roches spécifiques, elle crée un étrange son de chant ou de bourdonnement aigu qui résonne à travers le canyon. Pour les peuples anciens, cela a dû ressembler à la voix de la montagne elle-même. C'est un endroit qui est à la fois un régal pour les yeux et un concert pour les oreilles. Ces chutes chantent, mais notre prochain village donne l'impression de venir d'un autre monde. Nous grimpons à nouveau, cette fois jusqu'à une altitude de plus de 6500 pieds. C'est le village de Matlas. Cet aoul, ou village de haute altitude, est magnifique. Mais ce qui le rend vraiment fascinant, c'est sa section ancienne, où les maisons sont construites d'une manière qui les fait ressembler à des grottes artificielles. Vous voyez, les gens d'ici ont construit leurs maisons directement sous des surplombs rocheux, naturels, et dans les flancs des falaises. Les maisons en pierre sont empilées si étroitement ensemble qu'elles ressemblent à une seule structure massive et organique, une ruche humaine faite de pierre. C'était bien sûr pour la défense. Ce village était une cachette médiévale. La clé de Matlas est ses Passadizos Secretos, ou passages secrets. On dit que le village entier est connecté par un réseau de tunnels cachés, de passages secrets et de maisons traversantes, qui permettaient aux villageois et aux guerriers de se déplacer d'un bout à l'autre de la ville sans jamais sortir. Si un ennemi attaquait, toute la force de combat de Matlas pouvait disparaître, puis réapparaître ailleurs, flanquant les attaquants. C'était une forteresse conçue pour la guérilla, un labyrinthe de pierres et de secrets. Aujourd'hui, explorer ces anciennes maisons semblables à des grottes vous donne un frisson. Alors que vous imaginez les personnes robustes et pleines de ressources qui ont survécu ici pendant des siècles, les gens de Matlas se cachaient dans la pierre, mais notre prochain village a construit des tours vers le ciel. Nous retournons dans la région de Chok, la colonie vieille de 10 000 ans. Mais cette fois,
nous regardons un ensemble de structures spécifiques et très impressionnants. Ce sont les tours cylindriques de choc. Montant la garde sur le village, se trouvent ces tours de pierre vieilles de 800 ans. Contrairement aux tours carrées de Gour ou de Caïb, celles-ci sont rondes, ce qui les rendait beaucoup plus stables et beaucoup plus difficiles à attaquer pour les ennemis. Voici le facteur sensationnel. Elles ont été construites sans mortier. C'est une ingénierie de précision incroyable. Les pierres ont été taillées si parfaitement qu'elles s'emboîtent en utilisant uniquement la friction et la gravité. Et cela a fonctionné. Ces tours sont restées debout pendant 800 ans, survivant aux avalanches, aux tremblements de terre et aux attaques. La raison de leur existence? Vous voyez, Choc était un village riche sur la route de la soie, ce qui en faisait une cible. Mais il abritait également de nombreux clans puissants et différents. Chaque clan construisait sa propre tour comme signe de sa richesse et de son pouvoir. Et comme refuge pour la famille en période de trouble. Ces tours étaient le symbole de statut ultime. Du sommet, vous avez une vue parfaite à 360 degrés de tous les cols de montagne menant au village. Personne ne pouvait approcher Choc sans être vu. Ces tours ont été construites pour la défense, mais la défense de notre prochain village était son artisanat. Nous visitons maintenant un village dont le nom est célèbre dans le monde entier, du moins parmi ceux qui connaissent les lames. C'est Untsukul. Ce village n'est pas célèbre pour sa forteresse ou ses vues, mais pour ses couteaux. Les maîtres d'Untsukul sont légendaires pour une forme d'art unique et magnifique. L'incrustation de métal sur bois. Ils sont surtout célèbres pour leurs couteaux et poignards légendaires, mais ils fabriquent également de belles cannes, des cornes à boire et des objets décoratifs. Le processus est un secret jalousement gardé. Ils prennent des bois sombres et durs, comme l'abricotier ou le charme, puis, avec une précision incroyable, ils y sculptent des motifs complexes. Ensuite, ils martèlent minutieusement du fil d'argent, de cupronickel ou de laiton pour créer de beaux motifs fluides. Mais voici le mystère. C'est la légende d'Untsukul, avec ses Alchimica Formula ou formules alchimiques pour l'acier indestructible. Les lames de leurs poignards étaient dites être forgées avec des rituels spéciaux, trempés dans des ruisseaux de montagne à une heure précise de la nuit. Et trempés à l'aide de formules qui étaient en partie métallurgie, en partie magie. Cet acier alchimique était réputé être incassable, ne jamais perdre son tranchant et être capable de couper à travers des métaux inférieurs. Bien que la magie soit une légende, l'habileté est réelle. Les forgerons d'Untsukul avaient une compréhension ancestrale profonde de l'acier qui rendait leurs lames prisées par les guerriers et les collectionneurs. Les lames d'Untsukul sont célèbres, mais l'art du prochain village est celui de la foi. Nous retournons dans la région près de la cascade souterraine, au village de Salta. Mais cette fois, nous n'allons pas sous terre. Nous allons à son cœur pour voir sa mosquée. Dans une terre de forteresses de pierre et de maisons de pierre, l'ancienne mosquée de Salta est un facteur sensationnel car elle est faite de bois. Ce n'est pas juste un simple bâtiment en bois, c'est un chef-d'œuvre de sculpture complexe. La mosquée entière, les piliers, les plafonds, les portes, est couverte de motifs détaillés, géométriques et floraux, tous sculptés à la main par des maîtres artisans il y a des centaines d'années. Les piliers centraux seraient issus d'arbres anciens et massifs, transportés ici depuis des forêts lointaines. Mais le véritable trésor de Salta n'est pas le bâtiment lui-même, mais ce qu'il contient. Voici un fait stupéfiant. Cette mosquée de montagne isolée serait le foyer de manuscrits coraniques du 7e siècle. Pensez-y. Cela en ferait certaines des plus anciennes copies du Coran existantes,
datant de la première génération après le prophète Mahomet. Comment sont-elles arrivées ici? La légende, comme pour Kala Koresh, est qu'elles ont été apportées par les tout premiers missionnaires arabes venus au Caucase. Que ce village isolé soit le gardien d'une histoire ancienne aussi inestimable est l'un des plus grands secrets de tout le Daghestan. Cette mosquée est ancienne, mais notre prochain arrêt est un palais de pouvoir plus récent. Nous retournons dans la région côtière, à une époque où Derbent était la capitale d'un État puissant connu sous le nom de Khanat de Quba. C'est le palais d'hiver de Fath Ali Khan. Construit au XVIIIe siècle, ce fut la résidence de Fath Ali Khan, un dirigeant puissant et ambitieux qui a réussi à unir une grande partie du Daghestan et de l'Azerbaïdjan sous son règne. Ce palais était une déclaration de sa richesse et de son pouvoir. Il était célèbre pour ses jardins suspendus, des jardins luxuriants, en terrasses qui dégringolaient le long des murs, un paradis vert au milieu de la ville antique. Mais le palais détient un étrange mystère, les habitazioni con espejos que hablan, ou pièces avec des miroirs qui parlent. Ce n'est pas une histoire de fantômes, mais une pièce fascinante de conception architecturale et politique. La principale salle d'audience du palais était dite être tapissée de surfaces réfléchissantes et de miroirs complexes, placés à des angles très spécifiques. L'acoustique de la pièce était conçue de sorte que le khan, assis sur son trône, pouvait parler d'une voix normale, et les miroirs et les murs capteraient ses mots et les projetteraient, faisant paraître sa voix résonner, faisant écho de tous les coins de la pièce. C'était un facteur sensationnel, conçu pour intimider et impressionner les ambassadeurs et les rivaux en visite, faisant paraître la voix du khan comme la voix d'un esprit tout-puissant du palais lui-même. Ce palais était pour les vivants, mais notre prochain arrêt est pour les défunts. À Derbent, ville de nombreuses confessions, il y a un endroit qui raconte une histoire de loyauté et de sacrifice antique. C'est le cimetière de Kirkliar. Le nom Kirkliar signifie les 40. Le cimetière est le dernier lieu de repos de 40 anciens guerriers saints musulmans qui, selon la légende, ont péri en défendant la ville lors des premières guerres arabo-khazars au 7e siècle. Abdullah Star. C'est l'un des sites musulmans les plus sacrés du Daghestan. Mais juste à côté, il y a une autre histoire, tout aussi ancienne. C'est aussi le site de tombes juives vieilles de 1500 ans. Vous voyez, Derbent est aussi le cœur des Juifs des montagnes. L'une des plus anciennes communautés juives du monde. Leurs ancêtres ont été installés ici par les empereurs persans il y a plus de 1500 ans, bien avant l'arrivée de l'islam. Ce cimetière témoigne de cette histoire avec d'anciennes pierres tombales sculptées d'inscriptions en hébreu. Ceci est lié à une légende locale d'une synagogue enterrée. C'est une légende locale selon laquelle l'une des plus anciennes synagogues originales des premiers colons juifs a été enterrée sous les dunes près du cimetière pour la protéger des envahisseurs et que son emplacement a été perdu dans le temps. C'est une autre des innombrables couches d'histoire de Derbent, toutes empilées les unes sur les autres. Ce cimetière est ancien, mais le prochain bâtiment est le plus ancien de son genre. Nous avons parlé d'anciens forts et de tombes, mais nous nous tenons maintenant devant la plus ancienne mosquée de toute la Russie et de l'ancienne Union soviétique. C'est la mosquée Djouma de Derbent. Construite en l'an 734, cette mosquée a bien plus de 1200 ans. Elle a été construite un peu plus de 100 ans après l'époque du prophète Mahomet. Pour le dire simplement, c'est un bâtiment incroyablement important et historique. Mais ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Ce n'est pas un bâtiment grandiose avec d'énormes minarets. De l'extérieur, elle ressemble plus à une forteresse. À l'intérieur, une vaste salle hypostyle sombre et remplie d'une forêt de colonnes de pierre épaisses. Voici le facteur sensationnel. Dans la cour, il y a 4 platanes massifs et anciens. On dit que ces arbres ont plus de 800 ans
et sont considérés comme sacrés. La légende locale dit que les arbres pleurent pour les saints et que si vous écoutez attentivement, vous pouvez les entendre. Et le mystère? Il y a un secret profond ici, un sótano con baños ritual pré-islamico, un sous-sol avec des bains rituels pré-islamiques. C'est le grand secret de la mosquée Juma. Avant d'être une mosquée, ce site était autre chose. Certains historiens pensent que c'était un temple du feu zoroastrien, d'autres une église chrétienne. La mosquée a été construite au-dessus d'un site sacré encore plus ancien et profondément dans ses fondations. Elle conserve toujours les tunnels et les canaux d'eau d'une foi disparue depuis plus de 1000 ans. Ce site est ancien, mais notre prochain l'est encore plus. Nous avons vu un site vieux de 10 000 ans à Chok, mais nous regardons maintenant une colonie vieille de 7 000 ans récemment découverte près de Makachkala. C'est un facteur sensationnel, massif pour les archéologues. Ce site date de la période néolithique, ou l'âge du cuivre. C'est l'époque avant l'âge du bronze, lorsque les humains apprenaient tout juste à mélanger les métaux et à construire des sociétés complexes. Voici le clou. Les archéologues ont trouvé des outils faits d'obsidienne, un type de verre volcanique. Le fait est que il n'y a pas d'obsidienne nulle part près du Daghestan. L'analyse montre que cette obsidienne a été importée de plus de 600 miles de distance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a 7000 ans, ce village près de Makachkala faisait partie d'un vaste réseau commercial international et complexe. Il faisait du commerce avec des gens d'aussi loin que la Mésopotamie, qui est l'Irak moderne. Cette découverte réécrit complètement ce que nous pensions savoir sur les peuples primitifs du Caucase. Ce n'étaient pas des chasseurs-cueilleurs isolés, c'étaient des commerçants sophistiqués, faisant partie de la première économie mondiale. Ces gens étaient des commerçants, mais notre prochain arrêt était pour les observateurs d'étoiles. Nous retournons maintenant au plateau de Khunzak, la massive montagne en forme de table où nous avons trouvé la cascade de Tobot. Ce plateau n'est pas seulement une merveille naturelle, c'est une merveille historique. C'est la ville dans les nuages. Pendant des siècles, ce plateau a été le cœur du Khanat Avar, un puissant royaume montagnard. Le village de Khunzak en était la capitale, une ville riche et puissante qui était presque impossible à attaquer grâce aux falaises abruptes de tous les côtés. Nous avons déjà vu la cascade de Tobot, mais le plateau est la source de nombreuses cascades qui tombent de ses bords dans toutes les directions. Mais il y a un mystère beaucoup plus ancien et plus profond ici, les ruinas d'un observatorio astronomico préhistorico. C'est exact, les archéologues et les historiens locaux croient que bien avant les Canavars, bien avant toute forteresse, les anciens habitants de ce plateau l'utilisaient pour observer les étoiles. Il y a des ruines, d'étranges structures de pierre alignées avec les étoiles et les solstices. Ces observatoires préhistoriques suggèrent que le plateau était un site sacré et cérémoniel, un endroit où les gens venaient comprendre leur place dans le cosmos. C'était une ville dans les nuages de plus d'une façon. Ce plateau touche le ciel, mais notre prochain village essaie d'aller encore plus haut. Notre voyage nous emmène maintenant dans l'une des régions les plus éloignées et les plus hautes du Daghestan. C'est Tliarata. Cette zone est une nature sauvage, alpine, pure et accidentée. C'est une terre de tours de pierre, de gorges profondes et de vues sur des glaciers massifs. C'est là que les vraies montagnes du Caucase montrent leur puissance. Les villages ici sont petits, robustes et construits en pierre, conçus pour résister aux hivers brutaux. Mais ce village isolé détient d'un incroyable facteur sensationnel et un point de fierté massif pour les populations locales. Tliarata abrite la mosquée la plus haute de toute l'Europe. S'élevant à plus de 8200 pieds au-dessus du niveau de la mer, cette mosquée témoigne de la foi profonde des montagnards. Construire ce sanctuaire à une altitude aussi extrême, dans un lieu de glace et d'air raréfié, fut une entreprise massive. C'est un symbole que peu importe à quel point la terre est haute ou éloignée, la foi et la communauté peuvent te construire un foyer. Cette mosquée est haute,
Mais notre dernier arrêt est un monstre de basse altitude. Nous terminons notre visite des 30 lieues par un cerf-livre. Nous revisitons ce monstre pour une raison. Son histoire a un dernier chapitre étrange sur la plage de Kaspisk. Nous avons déjà expliqué ce qu'est ce monstre de classe Loon. Une bête lance-missile de 900 000 livres et 300 miles par heure. Pendant des années, ce monstre a pourri sur une base navale à Kaspisk. Puis, en 2020, il a été remorqué vers le sud jusqu'à Derbent pour être le centre du nouveau musée Patriot. Mais voici le clou. Le déménagement fut un désastre. La machine massive s'est retrouvée coincée sur la plage pendant l'opération de remorquage. Pendant des mois, elle était juste échouée. Un symbole de la puissance soviétique de 900 000 livres, vaincu par un banc de sable. Il a finalement été déplacé à son emplacement final, et le parc est en cours de construction autour de lui. Mais toute cette saga, en fait, l'une des attractions touristiques les plus étranges sur Terre. C'est un incontournable, non seulement à cause de ce qu'il était, mais à cause du voyage bizarre, lent et très public de sa retraite. C'est le symbole parfait, étrange et puissant du Daghestan. Un mélange de puissance militaire, d'ingénierie incroyable et d'un paysage qui est toujours en contrôle. Maintenant, après avoir vu tous ces endroits incroyables, mystérieux et magnifiques, vous vous demandez probablement, puis-je vraiment y aller? Pour le dire simplement, oui, le tourisme au Daghestan se développe rapidement. Mais ce n'est pas un voyage à Paris ou à Rome, c'est une aventure et vous devez être préparé. Premièrement, la sécurité. La région a une réputation compliquée, mais ce que personne ne vous dit, c'est que pour les touristes, le Daghestan d'aujourd'hui est considéré comme très accueillant. La chose la plus importante est l'hospitalité. Le code local de la Gosteprimstvo, qui signifie hospitalité, est un devoir sacré. Vous serez invité pour le thé, pour le dîner, pour un endroit où loger. Il est considéré comme impoli de refuser, alors préparez-vous à manger. Beaucoup. Voici une version étendue du texte, conservant le même ton de conversation et ajoutant plus d'exemples, de détails et de facteurs sensationnels comme demandé. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit qui fait officiellement partie de la Russie, mais qui ne ressemble pas du tout à la Russie? Un endroit avec plus de 30 groupes ethniques distincts, chacun avec sa propre langue? Un endroit où vous pouvez trouver des villes anciennes, vieilles de 5000 ans, des montagnes enneigées et une mer chaude, le tout dans une seule petite république? La plupart des gens non. C'est le Daghestan, la terre des montagnes. Et c'est sans aucun doute l'un des joyaux les plus cachés de la planète. Pendant des décennies, cette région a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons, mais aujourd'hui, elle s'ouvre comme une terre d'une beauté stupéfiante. D'une hospitalité intense et de mystères qui remontent à des millénaires. Mais vous ne pouvez pas simplement vous présenter ici comme vous le feriez à Paris ou à Rome. Le Daghestan fonctionne selon ses propres règles. C'est un endroit qui récompense le voyageur préparé et, soyons francs, peut être difficile pour ceux qui ne le sont pas. Si vous envisagez d'y aller, vous avez besoin d'un plan. Vous devez connaître la culture, comment vous déplacer et ce qu'il faut manger. Alors, décomposons tout ce que vous devez savoir avant même de penser à réserver un vol. C'est la partie la plus importante, alors écoutez bien. Les principales règles ne sont vraiment que du bon sens, mais elles sont absolument essentielles. Le Daghestan est un endroit traditionnel et conservateur, avec une culture enracinée dans d'anciennes coutumes montagnardes et une foi islamique profonde. Vous êtes un invité, le but est d'en être un bon. La première règle est la plus visible.
Habillez-vous modestement. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est un signe de respect. Pour les hommes et les femmes, cela signifie que vos épaules et vos genoux doivent être couverts en tout temps. Pour les hommes, pas de débardeur. Et les shorts sont généralement à proscrire, surtout en dehors de la ville principale. Pour les femmes, cela signifie des vêtements amples. Les t-shirts sont acceptables, mais évitez tout ce qui est serré ou décolleté. Emportez des jupes longues, des pantalons en lin et des chemisiers amples. Lorsque vous visitez un village ou, plus important encore, entrez dans une mosquée, les règles deviennent plus strictes. Les hommes doivent être en pantalon long. Les femmes doivent se couvrir les cheveux avec un foulard. La grande mosquée Djouma de Makachkala ou la belle mosquée du village de Gounib fourniront presque toujours un foulard et une robe à l'entrée. Mais il est beaucoup plus respectueux d'apporter les vôtres. Cet acte simple dit aux locaux que vous les voyez, que vous respectez leurs traditions et que vous n'êtes pas seulement là pour regarder. Deuxièmement, l'hospitalité est reine. On vous fixera du regard. Pas par colère, mais par pure curiosité. Vous serez presque certainement invité dans la maison d'un étranger pour le thé. Ils ne parleront peut-être pas un mot de français, mais ils vous offriront tout ce qu'ils ont. La règle est accepter. Accepter une tasse de thé ou un morceau de pain est un énorme signe de bonne volonté. Le refuser peut être considéré comme une insulte. Soyez aimable, souriez et essayez d'apprendre un ou deux mots. Salam, bonjour, et shukran, merci, vous mèneront loin. Enfin, le gros point, ne parlez pas de politique locale. Tout simplement, l'histoire de la région est incroyablement complexe, sensible et profondément personnelle. Ce que beaucoup négligent, c'est que c'est la clé. Vous n'êtes pas là pour résoudre leurs problèmes ou offrir vos opinions sur leur histoire ou leur religion. Vous êtes un invité. Soyez un bon, soyez poli, soyez humble et soyez curieux de la culture, la nourriture, la musique, l'artisanat, et vous serez traité comme de la famille. C'est la partie à laquelle les amateurs de logistique devront prêter une attention particulière. Vous arriverez probablement dans la capitale, Makachkala. C'est une ville animée et moderne sur la mer Caspienne. Elle est chaotique, énergique et vivante. Vous pouvez vous promener sur la promenade, visiter l'énorme grande mosquée Djouma et vous perdre dans le bruit et les odeurs du second marché. L'autre grande ville est Derbent, et grande est un euphémisme. C'est la plus ancienne ville habitée en continu de toute la Russie et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des gens vivent ici depuis plus de 5000 ans. L'attraction principale est la Narin Kala, une forteresse sassanide massive et magnifique qui domine la ville. Vous pouvez marcher sur les anciens murs qui s'étendaient autrefois des montagnes jusqu'à la mer Caspienne, une ligne défensive connue sous le nom de Porte Caspienne. Maintenant, voici le clou. Pour voir le vrai Daghestan, les villages de montagne, les canyons, les tours de guet, vous avez besoin d'un guide. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une recommandation. Vous ne louez pas une berline et ne conduisez pas vous-même. Les routes dans les montagnes sont sinueuses, terrifiantes. Parfois non pavées, et incroyablement dangereuses. Nous parlons de lacets à une seule voie, avec une chute de 2000 pieds et sans glissière de sécurité. Les conducteurs locaux sont, disons, aventureux. Vous avez besoin d'un bon véhicule 4x4 fiable. Plus important encore, vous avez besoin d'un guide local qui connaît les routes, parle russe et idéalement l'une des langues locales comme l'avar ou le lak et a des relations avec les maisons d'hôtes.
Ce guide est votre chauffeur, votre traducteur, votre fixé et votre pont culturel. Sans eux, vous êtes vraiment perdu. Votre expérience d'hébergement sera un conte de deux mondes. Dans les grandes villes de Makhatchkala et Derbent, vous avez des hôtels modernes. Vous pouvez trouver des endroits comme l'hôtel Grand Arbat à Makhatchkala ou d'autres endroits confortables, multi-étoiles avec Wi-Fi, salle de bain privée et services de chambre. Ils sont propres, fiables et exactement ce à quoi vous vous attendez. Mais dans les montagnes, c'est une autre histoire. Et c'est la meilleure histoire que vous raconterez jamais. Les hôtels des villages de montagne sont des maisons d'hôtes locales. Cela signifie que vous logez littéralement dans une chambre d'amis dans la maison d'une famille locale. La salle de bain pourrait être partagée, le Wi-Fi pourrait ne pas exister, et la nourriture sera ce que la famille mange pour le dîner ce soir-là. Ce n'est pas un inconvénient, c'est la meilleure partie. C'est tout l'intérêt. C'est ainsi que vous expérimentez le vrai Daghestan. Vous vous réveillerez à l'odeur du pain frais, appelé kleb, cuit par la grand-mère de la famille. Vous vous assiérez à une longue table en bois avec toute la famille, partageant de la nourriture et essayant de communiquer avec des sourires et des gestes. C'est là que cette célèbre hospitalité daghestanaise prend vie. Vous n'êtes pas un touriste dans un hôtel, vous êtes un invité sincère chez eux. Vous ne pouvez pas obtenir ce genre d'expérience humaine et authentique autrement. Vous ne pouvez pas parler du Daghestan sans parler de la nourriture. La cuisine est un facteur sensationnel à elle seule. Un mélange de 30 traditions ethniques différentes. Elle est copieuse, fraîche et servie en portions massives. C'est de la nourriture de montagne, conçue pour alimenter les bergers et les guerriers. Oubliez votre régime. Premièrement, le plat national, le kinkal. Ce n'est pas la même chose que les kinkalis géorgiens. Au Daghestan, le kinkal est un chef-d'œuvre déconstruit. C'est une grande assiette de morceaux de pâte bouillie, servie avec un morceau de viande bouillie massif séparé, généralement de l'agneau tendre, et un bouillon clair et riche sur le côté. Vous obtenez également au moins une, et parfois deux, sauces puissantes. Presque toujours une sauce à l'ail ardente, et peut-être une à base de tomates. La façon de le manger est un rituel. Vous embrochez un morceau de pâte, le trempez dans la sauce à l'ail, le mangez, puis prenez une bouchée de la viande. Entre les bouchées, vous sirotez le bouillon chaud dans son bol. Chaque groupe ethnique a son propre style. Le kinkal avar est de gros oreillers moelleux, levés à la levure, tandis que le kinkal lak sont de petites nouilles minces et le kinkal kumik sont des carrés. C'est un incontournable. Ensuite, vous mangerez du choudou. Ce sont de fines galettes grillées, presque comme une quesadilla, farcies de toutes sortes de choses délicieuses. Le meilleur type est farci de légumes verts de montagne frais, selon la saison. Vous les trouverez également farcis de tvorog, qui est un fromage cottage sec, ou d'une fine couche de viande épicée. Ils sont cuits sur une plaque sèche, badigeonnés de beurre et servis chauds. Ils sont délicieux, addictifs et le parfait casse-croûte de montagne. Vous pourriez également trouver du kourz. Ce sont de beaux raviolis pincés, similaires à un pierogi ou à un manti. Ils sont méticuleusement pliés en tresses et farcis de viande, de potirons ou d'épinards. Pour un véritable goût du Daghestan antique, vous devez essayer l'ourbek. C'est le super aliment original des guerriers des montagnes. C'est une pâte épaisse, crue et huileuse, faite de noix ou de graines moulues à la pierre. Il peut être fait à partir de graines de lin, de noyaux d'abricot, d'amandes ou de graines de chanvre. Il n'est pas sucré en soi et a une saveur puissante et terreuse. Il est généralement mélangé avec du miel ou du beurre et étalé sur du pain.
C'est de l'énergie pure et concentrée, et c'est un aliment de base dans ces montagnes depuis des siècles. Et bien sûr, il y aura du chaklik. Ce sont des brochettes de viande grillée, généralement de l'agneau. Mais ce n'est pas votre barbecue de jardin moyen. La viande est fraîche, l'air est pur. Et lorsque vous mangez une brochette d'agneau parfaitement grillée à flanc de montagne, elle a juste meilleur goût. Vous accompagnerez le tout de chai, thé noir fort, souvent servi avec des herbes de montagne locales comme le thym, ou d'airan, une boisson au yaourt salé et fermenté qui est incroyablement rafraîchissante. Le Daghestan n'est pas seulement une question de nourriture et de village, c'est une terre de paysages épiques, presque incroyables et de secrets étranges. Le plus grand sensationnel est le canyon de Sulak. Oubliez ce que vous avez entendu sur le Grand Canyon. Le canyon de Sulak est plus profond, à plus de 6000 pieds de profondeur. C'est l'un des canyons les plus profonds du monde et il est absolument à couper le souffle. L'eau au fond est d'un turquoise éclatant et impossible. Vous pouvez prendre une route sinueuse et terrifiante jusqu'au fond pour une excursion en bateau, accélérant entre les falaises abruptes. Ensuite, il y a les villes fantômes, comme Gamsut. C'est un village abandonné perché au sommet même d'une montagne. Il est appelé le Machu Picchu du Daghestan. Le dernier résident est décédé en 2015. Et maintenant, les maisons en pierre s'effondrent lentement pour redevenir de la roche. La randonnée jusqu'à cet endroit donne l'impression de découvrir une ville perdue. Et enfin, à propos de ces monstres marins, près de la ville de Kaspisk, échouée sur les rives de la mer Caspienne, se trouve un monstre réel. C'est l'écranoplan de classe Loon, également connu sous le nom de monstre de la mer Caspienne. Cette chose est l'une des machines les plus étranges et les plus terrifiantes jamais construites. C'était un véhicule militaire soviétique top secret de la guerre froide. Un massif véhicule à effet de sol, qui était en partie avion, en partie navire. Il a été conçu pour voler à seulement 10 pieds au-dessus de l'eau, à 300 miles par heure, invisible au radar, transportant des missiles nucléaires. Aujourd'hui, sa carcasse colossale et bizarre est juste assise sur le sable, une relique d'un passé secret et futuriste. Le Daghestan est une terre de mystère sans fin, un endroit où les canyons sont plus profonds, l'histoire est plus ancienne et les monstres marins sont réels. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Alors, aimez et abonnez-vous pour plus de merveilles cachées. La question finale est, avec tant d'histoires, quels puissants secrets sont encore enfouis sous les montagnes? Mais voici le vrai secret, celui qui répond à cette question finale. Les secrets les plus puissants du Daghestan ne sont pas enfouis sous les montagnes. Ce sont les montagnes, ce sont les gens qui vivent sur elles. Nous avons vu le quoi et le où. Nous avons vu les villes fantômes, les canyons et le monstre marin. Mais le plus grand facteur sensationnel de tous est le qui. Qui sont ces gens qui ont construit des tours sans mortier, qui gardent des manuscrits du 7e siècle et qui ont plus de 30 façons différentes de faire un ravioli? C'est la partie que la plupart des gens manquent, et c'est la partie la plus importante de l'histoire. Le Daghestan n'est pas un pays. Ce n'est pas un seul groupe de personnes. C'est, pour le dire simplement, un monde entier de nations différentes, toutes vivant au même endroit. C'est la terre des langues. Ce n'est pas juste un surnom poétique, c'est un fait linguistique. Il y a plus de 30 langues indigènes distinctes parlées au Daghestan et beaucoup plus de dialectes. Voici le clou.
Ce ne sont pas seulement des accents. Nous parlons de langues aussi différentes les unes des autres que l'anglais l'est du chinois. Vous pouvez être dans un village avare, le plus grand groupe ethnique, et voyager seulement 10 miles au-dessus d'un col de montagne jusqu'à un village lac. Et les langues sont complètement 100% mutuellement inintelligibles. 10 miles de plus. Et vous êtes dans un village d'Arjun, avec une autre langue totalement différente. Ce que personne ne vous dit, c'est que pendant des siècles, ces montagnes ont agi comme des îles dans le ciel. Chaque vallée, chaque plateau était son propre monde isolé. Cette isolation a permis à ces petites communautés de préserver leur propre langue, leur propre tradition et leur propre façon unique de voir le monde. C'est pourquoi ce n'est pas un creuset. C'est une mosaïque, où chaque petite pièce a conservé sa couleur. Ainsi, alors que le russe est la langue officielle, que tout le monde utilise pour communiquer les uns avec les autres, à la maison, dans les villages, les gens parlent l'avar, le darjan, le koumik, le lesguienne, le lak, le tabassaran. La liste est longue. C'est l'un des endroits les plus denses linguistiquement sur toute la planète. Et ces différents peuples, ils n'ont pas seulement leur propre langue. Ils ont leurs propres lois. Nous avons mentionné l'hospitalité, mais ce n'est qu'une pièce d'un système beaucoup plus grand et plus puissant. C'est l'Ada. L'Ada est le code ancien et non écrit des montagnes. Ce sont les lois coutumières, les règles d'honneur et les traditions qui ont régi la vie dans ces villages pendant 1000 ans, bien avant qu'un gouvernement extérieur n'arrive. L'Ada couvre tout. Comment être un bon hôte, comment régler les différends et comment respecter ses aînés. Autrefois, il couvrait également les vendettas, le système du œil pour œil qui maintenait la paix dans une terre sans police. Voici la partie qui vous touche vraiment. Pour beaucoup de gens dans les montagnes isolées, l'Ada est toujours plus puissant que toute loi officielle. C'est un code d'honneur. C'est pourquoi la parole d'un homme est sacrée. C'est pourquoi un invité est traité comme un roi. Et c'est pourquoi le tissu social de ces villages est si incroyablement solide. Lorsque vous visitez, vous n'êtes pas seulement dans un lieu. Vous êtes à l'intérieur de ce contrat social ancien et non écrit. Nous avons également vu les incroyables artisanats, comme l'argent de Kubachi et l'incrustation de bois d'Unsukul. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que presque chaque village avait son propre artisanat de maître, un secret qu'il utilisait pour commercer et survivre. Prenez le village de Balkar, c'est le village des potiers. Mais voici le facteur sensationnel. Pendant des siècles, seules les femmes de Balkar étaient autorisées à être potières. C'était leur droit sacré. Les hommes pouvaient aider à creuser l'argile ou à vendre les pots finis, mais seules les mains des femmes pouvaient façonner les célèbres cruches et jouer à parois main. La légende locale dit que si un homme essayait un jour de façonner l'argile, elle se fissurerait dans le feu. Ou que diriez-vous de l'art perdu de la broderie de Kaitag? Dans la région de Kaitag, les femmes créaient ces superbes textiles en fil de soie. Mais ce n'était pas seulement de jolies décorations, c'étaient des objets comme protecteurs, remplis de symboles anciens et pré-islamiques. Ils étaient utilisés aux moments les plus importants de la vie. L'un était drapé sur le berceau d'un nouveau-né, un autre était une partie clé de la dot d'une mariée, et un dernier était utilisé pour couvrir le visage du défunt. Chaque symbole était une prière, un bouclier contre le mauvais œil, un souhait de bonne fortune. Et vous avez vu ces célèbres grands chapeaux de laine, n'est-ce pas?
la papaka. Ceux-ci viennent de la région de Tsumada. Ce n'est pas juste un chapeau. Pour le dire simplement, c'est un symbole de l'honneur et de la dignité d'un homme. Il y a un vieux dicton daguestanais. Si ta tête est toujours sur tes épaules, ta papaka devrait être sur ta tête. Le perdre, c'était perdre son honneur. Tout cela mène au secret final et le plus profond du Daghestan. Ce n'est pas seulement une terre de guerriers, c'est une terre de mystiques. Nous avons vu les mosquées, mais ce que personne ne vous dit, c'est que le véritable pouvoir de l'islam au Daghestan est sa tradition soufie profonde et mystique. Il ne s'agit pas seulement de règles, il s'agit d'une connexion personnelle et spirituelle à Dieu. C'est pourquoi la terre est couverte de ziyara, ou les tombes sacrées de saints. Les gens font de longs pèlerinages vers ces sites pour prier et méditer. C'est la culture du guerrier saint. L'imam Shamil, le grand chef qui a combattu l'Empire russe, n'était pas seulement un général. C'était un maître soufi dévot. Ses combattants n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des mourides ou disciples qui le suivaient avec une dévotion spirituelle qui les rendait presque impossibles à vaincre. Cette foi mystique profonde est partout. Elle est dans le respect silencieux des mosquées, elle est dans le caractère sacré des arbres vieux de 800 ans, à la mosquée Juma de Derbent. Et elle est dans la gentillesse montrée à un étranger. Alors, quand vous demandez quels secrets sont enfouis dans les montagnes, la réponse est tous. Les secrets ne sont pas seulement dans le sol, ils se promènent. Ils sont dans les 30 langues qui sont toujours parlées. Ils sont dans les lois non écrites de l'Ada. Ils sont dans les mains d'une femme à Balkar qui façonne l'argile et dans l'honneur d'un homme portant sa papaka. Le vrai Daghestan est un endroit qui a gardé son âme. Il a survécu aux empires, aux guerres et au monde moderne, et il l'a fait en s'accrochant à ses traditions. Le plus grand mystère du Daghestan n'est pas comment il a tant de secrets, mais comment il a réussi, contre toute attente, à les garder et